Si vous nous prenez en marche, mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Club Africa sur Star d'Afrique. Et ce jour, nous sommes au Cameroun et nous parlons de la formation à la base. Comment ça se passe au Cameroun? C'est autant de questions auxquelles nos invités essayent de répondre. Mais pour cette deuxième partie d'émission, nous allons nous intéresser à présent aux conditions de travail de nos encadreurs. Coach Vidal, c'est pas quand même facile. Hein? Je suis allé plusieurs fois vous voir travailler. Vous travaillez quand même dans des conditions difficiles. Comment arrivez-vous à joindre les deux bouts? C'est difficile en fait. On a fait un choix. On s'est dit on peut aider l'Afrique, on peut aider la jeunesse. Au départ, vous pensez que c'est difficile. À un moment donné, c'est toutes les conditions dans lesquelles on travaille. Moi, j'ai grandi au village. Je suis né dans une brousse. J'ai grandi au village. Je faisais 3-4 km pour aller à l'école. Donc, on s'est dit, tout ce qu'on fait, c'est comme ça en Afrique. Je vais d'abord vous dire un truc, c'est facile. Si vous êtes en France, par exemple, vous pouvez calculer le taux de réussite des jeunes sportifs. Parce que vous savez déjà combien arrivent dans les écoles de football, les centres de formation. Combien sont licenciés à la base, combien sont inscrits. Et vous dites, au bout d'un temps, voilà ce qui arrive à Clairefontaine. Chez nous, ce taux est complètement aléatoire. C'est-à-dire, vous prenez les enfants, vous ne savez pas combien ils sont au départ, combien ils sont arrivés. Quand vous êtes en période d'été, en période de vacances chez nous, vous avez 400 enfants qui arrivent chez vous, qui veulent apprendre à jouer au football. Vous avez 2 ou 3 ballons que vous avez achetés parce que pendant toute la période des classes, vous aviez 3 ou 4. Vous vous dites, bon, avec 3 ballons, je m'en sors. Ils arrivent, vous ne faites pas de miracle. Vous vous adaptez avec. Et même les éducateurs qu'on forme chez nous commencent à s'adapter avec. Et je le regrette sincèrement parce que ces éducateurs sont formés aux normes CAF, FIFA pour travailler, mais ils arrivent dans des structures et encore vous trouvez même des grands clubs qui créent des structures de formation et qui vous donnent 2 ballons. Vous en sortez, vous battez. Les problèmes d'infrastructure qu'on pose aujourd'hui, pour moi, ça n'a jamais été un frein. Parce que si on vous cite tous ces gens qui ont été formés, ils ont été formés avec ces infrastructures. Oui. Donc, nous disons à un moment donné, nous avons du talent, nous avons du potentiel. On essaie de l'exploiter, peu importe nos moyens. Mais quand vous citez aussi, vous allez me citer, ce n'est pas seulement dans le cadre du football. Il y a eu des grands intellectuels africains, tous ces grands écrivains, tous ces grands présidents. Ils ont fréquenté dans des conditions... Les grands poètes, ils ont fréquenté dans ces conditions. Certains ont atteint 16 ans avant de pouvoir se dire un mot en français parce qu'ils ont fréquenté dans des écoles où le maître même s'exprimait en Wolof comme au Sénégal et partout là. Donc, au départ, vraiment, c'est un départ dans lequel je n'aime pas entrer parce que vous voulez nous imposer. Il est vrai, le sport, le football, c'est un sport qui vient d'ailleurs, qui arrive, mais à chaque fois que quelque chose arrive chez vous, vous le faites comme vous le faites chez vous. Si vous devez organiser un mariage chez vous et qu'ailleurs, on allume les bougies, on fait ceci, et que chez nous, ça a toujours été le feu de bois, et je n'irai pas avec les bougies au village, je vais allumer le feu de bois. Est-ce que procéder ainsi, ce n'est pas comme si on naviguait à vue? Je dis, c'est une façon de voir. C'est une façon de voir. Il y a une culture ailleurs qui voudrait que dès la base on ait des statistiques. Chez nous, dans quel domaine on peut avoir des statistiques? Dans le domaine scolaire, vous ne pouvez pas les avoir. C'est-à-dire l'école normale. Même jusqu'au niveau des universités, vous ne pouvez pas l'avoir. Dans le domaine du sport, comme je vous ai dit, où on a des enfants qui viennent pêle-mêle des quartiers parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur journée. Vous ne pouvez pas en ce temps-là penser que vous pouvez avoir... Si vous essayez de mettre tout le matériel, vous avez tous les terrains avec de belles pelouses comme celles que nous avons devant nous, vous mettez tout ce matériel, il y aura un coût financier. Il y aura un coût financier. Vous avez des grandes structures au Cameroun où les coûts d'entrée s'élèvent pratiquement à 2 000 €. Mais quel est le parent qui met l'enfant là-bas? Et c'est cela qui, généralement, vous avez parlé d'un problème de vider les stades. Je vous ai dit, il y a le phénomène des médias, mais il y a aussi ce phénomène-là. C'est-à-dire que ceux qui arrivent au haut niveau, à partir d'un moment-là, deviennent maintenant ceux qui ont pu avoir des moyens. Or, si vous arrivez dans d'autres pays aussi d'Amérique du Sud, et que vous regardez ceux qui arrivent au haut niveau, et que nous considérons stars aujourd'hui, vous constatez que c'est ceux qui viennent des favelas, qui viennent des milieux défavorisés. Donc, si nous commençons à voir cela, donc nous, quand nous on prend le va-tout. On ne regarde pas côté moyen. Moi, il m'est arrivé, il nous arrive à nous deux, et il y a beaucoup d'éducateurs au Cameroun, dans notre pays. Moi, j'ai des structures où parfois mes enfants ne mangent pas bien chez moi, mais chaque jour que l'entraînement finit, depuis pratiquement, j'ai lancé avec les filles depuis 6 ans aujourd'hui, chaque soir quand l'entraînement finit, je paie le taxi aux filles pour rentrer chez elles. Parce qu'une fille vous dit qu'elle habite pratiquement à 5-6 km du lieu d'entraînement, elle n'a pas 100 francs pour prendre le taxi. Vous n'avez pas d'entrée, vous faites comment avec ça? Vous battez avec ce que vous avez. Vous êtes obligé de puiser dans votre poche pour que les enfants s'en sortent. C'est un métier où on n'attend pratiquement rien.
On n'attend pratiquement rien. Moi, j'ai la chance encore d'être enseignant de formation. Et je me suis toujours dit, quand je prends un élève, dernièrement, il y a une grande fête au Cameroun qu'on appelle le comice agro-pastoral qui se déroulait chaque année, qui malheureusement aujourd'hui se déroule une fois en 20 ans. Et le chef de l'État était allé du côté de Bolva, au sud du pays, et on l'a présenté aux côtés de son ancien enseignant qui lui a donné le CEPF. Mais ce monsieur n'a même jamais été promu directeur d'école. Et pourtant, il a formé un enfant qui est devenu président de la République légendaire. Donc, c'est son métier. Il est là pour former. Et il ne regarde pas la suite. Donc nous formons et nous ne regardons pas la suite. Coach, je veux également que vous vous intéressiez sur la même question, et les conditions de formation. Est-ce que vous partagez la vie quand même du coach Jean Vidal? J'aurais double regard sur ce point. Le premier, c'est un avertissement que je voudrais donner à toute la jeunesse africaine. C'est-à-dire, ne sortons pas de notre cadre. Oui, parce que lorsque nous partons directement sur le rêve occidental, nous allons perdre des pédales. Il faudrait que le jeune africain évolue dans ses conditions, dans sa mentalité. Et c'est à partir de là où nous avons eu à former les Roger Mila, les Youssouf Fofana, les Abedi Pelé. Ce n'était pas dans des conditions meilleures. Voilà. Et c'est ça l'Afrique. Et nous devons rester dans cette culture. Maintenant, la preuve, vous le voyez, ils sont nombreux des jeunes Africains qui évoluent dans tous les sports en Occident. Ils sont partis dans des conditions difficiles. C'est également le combat de l'homme sur terre. C'est-à-dire bâtir une histoire derrière des difficultés. Là, c'est ce que l'un Africain doit comprendre. Et maintenant, y compris nous-mêmes, parce qu'à l'école, on nous enseigne, on nous le dit toujours, un éducateur est là pour éduquer. Il n'est pas là pour attendre le retour de son éducation. Ça, c'est ce que nous faisons. Alors, si j'ai mes 100 francs dans la poche, selon mes petits moyens, je peux soutenir un enfant parce que nous retrouvons pendant des séances. Bon, je m'occupe des garçons, même des divisionnaires, qui à la fin d'une séance d'entraînement vient vers moi et me dit, mais coach, voilà, depuis la matinée, je n'ai pas mangé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai une pièce de 100 francs, nous nous partageons. Je pense que ça a toujours été la raison d'être africain, c'est-à-dire savoir se partager ce que nous avons. Donc, restons dans ces rêves, dans cette culture. Allons copier progressivement le rêve occidental, c'est-à-dire là où on intègre un domaine, c'est-à-dire un métier, particulièrement le football, parce qu'il y a des infrastructures de haut standing, on gagne des milliards. Alors, si nous partons avec cette réflexion, nous allons perdre la raison. Nous perdons les valeurs. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons avec, tel que Jean Vidal le disait, 400 enfants, tous les coins de la rue, à Yaoundé, à Abidjan, à Yamoussoukro et partout, parce que, même au Nigeria, parce que tout le monde est rentré dans un rêve d'être un bourgeois. Et pourtant, on n'a pas de prérequis pour atteindre ce niveau. Donc je pense que si nous continuons avec la volonté, la détermination, je ne refuse pas que nous devons développer l'Afrique. Là, c'est nécessaire. Ça, c'est très important parce que nous sommes appelés à devenir comme les autres. Mais Dieu n'a pas été bête. Il sait la raison pour laquelle il nous a mis dans notre cadre et que nous devons former des Africains dans notre cadre pour atteindre l'objectif final qui a d'ailleurs toujours été là. Nous avons eu des Weah, Georges Weah, qui sont des ballons d'or FIFA. Est-ce que ce rêve qu'on a essayé de construire en ces enfants aujourd'hui est un handicap pour même le développement du sport en Afrique? Je veux dire, le fait de vouloir copier Samuel Eto'o qui gagne aujourd'hui beaucoup de millions. Bon, il y a beaucoup d'autres joueurs africains. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? Effectivement, bon, ça peut être un handicap. Sur un plan précis, c'est que à partir du moment où nous avons ces rêves, on commence à biaiser la formation. Parce que n'oublions pas, les éducateurs que nous formons chez nous ont été moulés de façon à ce qu'il y ait un certain mécanisme, un processus de formation. On vous fait comprendre qu'un enfant devrait partir de 5 ans jusqu'à tel âge, à tel niveau. Mais parce que nous pensons rapidement à ce que cet enfant peut rapporter dans la famille, à ce qu'il peut rapporter. Mais heureusement que depuis un temps, la fédération est en train de bloquer ces mécanismes de départ collectif. Mais nous connaissons des cas au Cameroun où pratiquement une équipe se vide pendant un temps. Parce que tous les enfants sont partis. Je parle des équipes d'élite. Une équipe se vide carrément parce que les enfants sont partis. Vous avez 25 joueurs en début de saison et puis vous terminez la saison avec 12 joueurs. Tout le monde est parti. Donc, si nous ne détruisons pas
nous ne cherchons pas à faire un rétropédalage, à revenir dans le but initial de la formation, qui est d'abord de faire des hommes. Nous allons nous retrouver à ne même pas avoir des sportifs à la fin. Parce que nous pensons qu'en partant vite, nous devenons sportifs. Mais quand vous regardez, hormis le cas, je prends le cas du Cameroun, mais hormis le cas des Tofis, parce que ça, c'est des choses qui arrivent aussi partout. C'est-à-dire, il arrive des miracles. En Israël, Moïse n'a pas été un exemple de juif. C'est un enfant qui est né, qui a grandi dans la diaspora égyptienne, c'est-à-dire chez Pharaon, et puis il est devenu ce qu'il est devenu. Mais quand vous comptez les grands joueurs africains, Roger Mila, Georges Weah, ils ont fait que leur carrière. Ils ont été des hommes d'abord chez eux. Ils ont fait des preuves. Georges Weah a fait des preuves. Au Libéria, il est venu au Cameroun avec le tournoi de Yaoundé. Il est devenu grand joueur avant de partir. Roger Mila est devenu grand joueur au Cameroun avant de partir. La plupart sont devenus d'abord des grands joueurs chez eux avant de partir. Et ils sont devenus grands joueurs dans la précarité. C'est-à-dire qu'ils ne gagnaient absolument rien. Ils jouaient d'abord pour le plaisir. Ils jouaient parce qu'ils voulaient avoir un nom. Ils jouaient parce qu'ils avaient le souci que leur pays ait un nom. Et une fois que le pays a eu un nom, qu'ils ont eu un nom, c'est ce nom qu'ils ont exporté, c'est ce nom que les autres ont payé. Voilà. Nous voulons aujourd'hui que les autres payent l'homme. Ça veut dire que l'inquiétude que nous avons dans le sport, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Libye, c'est-à-dire où nous vendons l'homme, nous vendons l'être humain sans vendre son talent. C'est-à-dire, et on pense que qu'on a vendu l'être humain, le talent va se révéler. C'est dangereux parce que si vous trouvez le nombre de grands joueurs, surtout nous prenons le cas du Cameroun où ce processus est vraiment accentué. Quand vous regardez les joueurs camerounais qui explosent à l'étranger, c'est ceux qui sont nés à l'étranger. Voilà. Mais ceux qui sont partis du Cameroun pour aller là-bas, vous les retrouvez à l'Europe de l'Est, ils sont dans les aéroports en train de porter des sacs. Vous prenez un enfant à 16 ans ici, bon, même comme on a un phénomène au Cameroun, c'est un enfant de 27 ans qu'on a ramené à 16 ans, bon, ça c'est des choses qui arrivent. Mais quand vous le prenez, vous l'amenez, il n'a aucune maturité. Son expérience. Moi, je m'entraîne dans un stade qui est derrière une prison. Il y a des creux à l'intérieur du stade. Vous prenez un enfant qui sort de ce stade-là et puis vous dites qu'il va faire un test à Toulouse. Admettons même que l'agent de joueur soit vraiment performant. Voilà. Qu'il ait tous les gages et qu'il amène cet enfant à Toulouse. C'est un enfant qui sort d'une maison, il dort 6 par chambre, il dort par terre. Le simple fait déjà qu'il prenne de l'avion, il est dépaysé. Le simple fait qu'il se retrouve seul dans une chambre d'hôtel qui fait 4 mètres carrés, il est dépaysé. Le simple fait qu'il se retrouve dans un stade dans lequel il n'a jamais rêvé de jouer dans son pays, c'est-à-dire dans son pays, le meilleur stade dans lequel il a joué, c'était toujours un stade en terre nue, mais qui avait comme un semblant de clôture. Voilà. Mais quand vous le remettez là, vous avez détruit tout ce qui a fait de ça, qui a fait de lui ce qu'il est là jusqu'à ce niveau-là. Au bout de 20 minutes, vous le méconnaissez et vous le renvoyez à ce qu'il est. C'est-à-dire un être humain de moindre valeur. Il faudrait d'abord qu'il soit un être humain de valeur chez lui avant de partir. Tant qu'on n'atteint pas ce niveau, on n'arrive pas à faire cela en formation, nous qui sommes en formation, c'est-à-dire aller graduellement. Je quitte mon stade où je fais les enfants, je travaille avec les enfants. Quand je vous ai pris l'exemple, une fille qui a suivi quand même toutes les étapes de sa formation, elle est chez moi. Quand elle arrive au niveau, elle doit être internationale cadette. Moi, j'estime que je ne peux plus continuer. Parce que dans mon stade, elle ne peut pas travailler dans ce stade et aller affronter une fille qui joue à l'équipe nationale du Nigeria, où le Nigeria a quand même des infrastructures légèrement mieux que nous. Elle s'en va à Douala, dans une école de football franc Olisec qui est mieux que la mienne, voilà. Qui s'entraîne quand même sur un gazon, mais c'est un gazon de mauvaise qualité. Quand elle revient de Douala, elle est internationale junior. Et la même année, elle est appelée par Enongachu chez les seniors. C'est-à-dire qu'elle a suivi un processus. Avant cela, elle a joué les compétitions jeunes de son âge. Les activités de la Fédération des sports scolaires au Cameroun est quand même celle qui est un peu mieux organisée parce que vous commencez par la FENASCO B avec les enfants de moins de 12 ans. Voilà. Et puis vous progressez, vous arrivez au niveau du collège avec la FENASCO A qui les prend déjà de 14 à 16 ans. Donc quand vous suivez ce processus, vous avez de fortes chances. Je ne dis pas que vous allez devenir sportif de haut niveau, voilà. Mais vous avez de fortes chances d'y arriver. Si vous passez comme vous pensez là qu'on va mettre les moyens et puis on va... Réaction rapidement par rapport à cela, oui. Il faut le dire, c'est-à-dire il faut le reconnaître. C'est-à-dire le jeune Africain est appelé à évoluer avec ses valeurs. Moi j'insiste là-dessus. Nous sommes des Africains et restons Africains. Voilà. Progressons en prenant du temps dans la patience. N'oublions pas d'où nous sortons. C'est ça qui fera toujours notre force. Je prends un exemple, tel que le président le disait tout à l'heure. Voilà un jeune qui part d'Abidjan,
qui a l'habitude de manger ce qu'on appelle le kwanza. Alors, quelques heures plus tard, parce qu'il a pris un avion, il se retrouve à Paris, là on lui présente déjà le sandwich. Vous voyez, il y a un changement brusque au niveau du métabolisme alimentaire. Et ça donne une faiblesse, ça provoque une faiblesse. Donc mangeons africain, travaillons africain, et nous allons progresser. Donc ça c'est très important. Et maintenant, la culture même du sport. Moi je suis pour que. Aujourd'hui, on nous parle d'un jeu rapide des Espagnols ou des Français, mais il ne faudrait pas que ça devienne la raison pour les Camerounais, la raison pour les Ivoiriens ou les Nigérians. Mais tout le monde trouve ça beau. Tout le monde trouve ça beau. Mais je vais vous dire une chose. Vous regardez l'animation de jeu du Barça aujourd'hui. C'est ce que faisaient les Lions indomptables du Cameroun en 82. Si vous regardez les images de la Coupe du Monde en 82. Même l'Algérie. Alors, on doit évoluer avec nos qualités. Nous avons les muscles gras. On dit qu'ils sont lourds, nous sommes lourds. C'est notre style, c'est notre façon, c'est notre nature. C'est l'environnement, c'est la nature qui nous a formés ainsi. Alors n'oublions pas cela, parce que si l'Africain continue à perdre à partir de son territoire, à perdre ses données, ses valeurs, pour s'intéresser aux valeurs occidentales, je pense que nous serons également en train de perdre les hommes. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous perdons plus les hommes et nous retrouvons donc avec, comme quelqu'un disait dans la blague, les Chinois nous ont envoyé leur bassogon. Non, on doit avoir le bassogon camerounais, on doit avoir l'Abedi Pelé ghanéen, on doit avoir le joueur nigérian qui répond à ses valeurs algériennes, ainsi de suite. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, j'ai quand même une question que je veux vous adresser. C'est quoi votre désir, votre souhait pour le football camerounais, surtout le football jeune? Comme tout le monde, il faudrait d'abord qu'il soit mieux organisé. Il faudrait qu'il soit mieux organisé, pris en compte par les pouvoirs publics, parce que c'est une mission. C'est-à-dire que les éducateurs, les cadres des PS qui sont sur le terrain, qui s'occupent de ces enfants, remplissent une mission de l'État. C'est-à-dire que l'État devrait s'occuper de ces jeunes, qu'ils soient scolarisés ou non. Si nous arrivons déjà à mieux organiser cela, mieux organiser ne signifie pas forcément qu'on va créer des grands centres, des grandes structures de formation pour former continuellement des étoffices. Mieux organiser signifie qu'on va enlever ces enfants de la précarité, on les retire de la rue, on donne des mécanismes pour que ces enfants puissent bâtir des projets, parce que c'est un problème de développement déjà. Nous devons développer l'Afrique avec ses enfants. Si ce football est, le sport, parce que c'est moi je vous ai dit, moi je ne m'occupe pas que du football, je fais d'autres activités sportives. Voilà. Si cela est mieux organisé sur le terrain, il sera plus facile. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, la déperdition, la délinquance, les enfants qui se retrouvent à un âge avancé en pensant qu'ils vont jouer au football, c'est parce qu'il n'y a aucune organisation. Quand il y a une organisation, quand vous allez à l'école par exemple, et que vous avez 17 ans chez nous, vous êtes encore au cours élémentaire, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même le parent à la maison comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous avez des enfants qui arrivent au niveau du cours 2 qui prennent le CPE à 9 ans. Mais votre enfant, lui, là, à 16 ans, il est au cours élémentaire 1, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans le monde du football, ça ne se passe pas ainsi. Il n'y a aucune organisation. C'est lui qui le vit sur le terrain, c'est lui qui est entraîneur sur le terrain, il peut vous le dire. Vous arrivez avec un enfant de 22 ans qui arrive sur le terrain et le parent s'emmène et vous dit, est-ce que je peux refaire son âge pour amener à 14 ans? Parce qu'il n'y a aucune organisation, aucune structure. Vous jouez sur le terrain. Est-ce que c'est un phénomène propre à l'Afrique? Non, je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe ailleurs. Oui. Mais je dis bien, si nous arrivons à organiser, c'est-à-dire, s'il y avait des compétitions jeunes au Cameroun, par exemple, catégorisées, on sait qu'on est minime de tel âge à tel âge. Il peut y avoir des problèmes de morphologie. On peut l'accepter. Voilà. Mais ces problèmes de morphologie, je pense que même si vous posez le problème sur le plan morphologique, vous n'allez pas avoir des écarts de 10 ans. Mais vous avez des joueurs qui, pratiquement, se retrouvent en jouant dans des catégories qu'ils auraient dû jouer il y a cela 12 ans. Okay. Donc, si nous arrivons à organiser toute l'activité de jeunesse, nous arrivons à nous associer à ce que les ministères en charge de l'éducation font. Je pense qu'il est possible qu'en nous arrivant à cela, en associant des intelligences qui viennent d'ailleurs, le peu de moyens qu'on peut avoir, pas tellement de moyens, ça dit même un plus petit espace peut suffire, il est possible qu'on dissocie les sportifs de haut niveau et ce qu'on peut reverser dans d'autres activités dans la vie. Et une fois qu'on l'aura fait,
on aura donc plus de la possibilité de donner de meilleures chances à ces sportifs de haut niveau. Mais tant qu'on reste comme ça, on se retrouvera avec un enfant de 18 ans qui va juste la place à un autre qui a 13 ans et on pensera que celui qui a 18 ans a des qualités pour jouer parce que sur le terrain, on aura l'impression qu'il fait mieux. Si vous prenez un exemple de la course de vitesse par exemple, et que vous avez un enfant de 18 ans mais qui n'est pas très grand de taille, qui se retrouve avec un enfant de 12 ans, forcément, vous avez l'impression que vous avez un génie, qu'il va très vite, parce qu'il a 18 ans. Sauf que Usain Bolt allait aux Jeux Olympiques à cet âge-là. Et une fois qu'il aura atteint un certain âge, il ne pourra plus progresser. Et vous aurez perdu celui qui avait 13 ans, 12, 13 ans à l'époque. Parce que celui qui avait tout 12, 13 ans courait à son niveau et à son âge, mais il n'a pas pu prospérer, il n'a pas pu progresser parce que devant lui, il y avait quelqu'un qui était médiocre, mais qui empêchait qu'il progresse. Donc, une fois que nous organisons, c'est des choses très simples qui ne coûtent pas de moyens. C'est comme quand je prends le cas de l'âge. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'investissement pour savoir qu'il faut que l'enfant de 12 ans joue avec les 12 ans, voilà, que l'enfant de 15 ans joue avec les 15 ans. Vous n'avez pas besoin de moyens, vous n'avez pas besoin de construire des stades pour ça. Voilà. Vous n'avez pas besoin de ballons. Okay. Pour faire comprendre à un enfant qui a 16 ans ne peut pas jongler le ballon en l'air pendant 3 fois, pour lui faire comprendre que mon petit a 16 ans, si tu ne peux pas le faire, tu n'es pas fait le haut niveau. Voilà, effectivement. Voilà, rapidement, votre réaction par rapport à vos attentes en matière de formation à la base, quoi. Avant de parler de nos attentes, je voudrais d'abord, je parle à l'Afrique, à nous les Africains. Je voudrais partout en Afrique que les jeunes comprennent également que tous ne seront pas des sportifs de haut niveau. Raison pour laquelle l'Afrique devrait s'orienter et s'attarder à l'éducation. Éduquons nos enfants et intégrons le sport comme une seconde nature. Là, je parle aux Africains. Maintenant, les attentes. Je pense que nous sommes appelés également à former des jeunes sportifs très tôt. Que les formations soient faites très tôt. Qu'en Afrique, on développe également des infrastructures pour faciliter l'intégration de ces jeunes. La formation des éducateurs, formateurs, elle est très très importante. Parce que mieux nous formons nos éducateurs, mieux nous allons former nos sportifs. Alors, je pense que c'est là. Et de deux, il faudrait que les pays africains, que nous sommes tous africains, nous devons mieux organiser nos compétitions et nos formations. En arrêtant des objectifs. Je prends un exemple. L'objectif pour un enfant de 6 à 10 ans n'est pas d'aller gagner un match, mais de savoir utiliser l'engin, c'est-à-dire jouer au ballon, développer sa qualité technique, l'amour du métier. Je pense que voilà ce que nous devons faire pour atteindre, ce sont nos attentes pour atteindre le lendemain. Mais quelqu'un le disait pour finir, on ne s'entraîne pas pour gagner, on s'entraîne pour apprendre à gagner. Voilà. Merci à vous, coach Athanase Ngemba-Oloa. Je rappelle que vous êtes éducateur, vous êtes également entraîneur de football, vous avez une licence B de la CAF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est l'occasion pour moi de saluer toute la maison du canon sportif de Yaoundé. Vous savez que je suis en principal. Côté, effectivement. Merci également à vous, coach Zo Jean Vidal. Je rappelle également que vous êtes entraîneur de football, promoteur de structures sportives, spécialiste en organisation des activités sportives de proximité. Merci à vous. De rien, c'est moi qui vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de débattre sur la formation parce que c'est le domaine dans lequel je me suis beaucoup plus spécialisé, je me suis beaucoup plus attardé. Comme je vous ai dit, je préfère aider les jeunes à progresser que d'aller moi-même au-dessus et m'asseoir et regarder vers le bas. Voilà. Merci également à vous qui nous avez suivis à travers le continent africain. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer ce numéro de Club Africa ici au Cameroun. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport, l'application Stade Afrique est enfin disponible. Où vous voulez, quand vous voulez, l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay. Sans oublier le meilleur des actualités sport Afrique à travers notre fil d'infos, ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes. Stade Afrique, c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris, tous les jours à toute heure, regardez Stade Afrique en live gratuitement, accéder au replay complet de nos meilleurs programmes, toute l'info sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique. Stade Afrique, l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs. La nouvelle application Stade Afrique, c'est simple, c'est gratuit, alors n'attendez plus, téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play. Stade Afrique, on aime le sport, on aime l'Afrique.
Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver une fois encore ici au Cameroun pour un nouveau numéro de votre émission Club Africa. Comme vous le savez, Club Africa, c'est cette émission qui décrypte l'actualité sportive du continent africain. Et ce soir au Cameroun, nous allons parler du football, particulièrement du football jeune, le football à la base. Comment ça se passe au Cameroun? Quelles sont les difficultés auxquelles font face les différents encadreurs? C'est autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses. Pour nous accompagner, mesdames et messieurs, dans ce périple, nous recevons sur ce plateau ce soir Athanase Ngemba Ouloa. Il est éducateur, entraîneur également, licence B, CAF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à toute l'Afrique, à tous les éducateurs, formateurs en sport. Également sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avons Jean Vidal. Il est éducateur de football, promoteur de structures sportives, spécialiste en organisation des activités sportives de proximité. Coach, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous nos différents téléspectateurs à travers le monde et particulièrement à travers l'Afrique et l'Afrique francophone. Voilà. Comme je le disais, chers invités, nous allons parler du football jeune au Cameroun. Comment ça se passe? Je vous propose de suivre ce reportage et tout juste après, nous reviendrons ici en plateau avec nos invités pour décrypter ce sujet. C'est ici au stade municipal de Kondengui, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, que Viviane Elanga, gardienne de but du Sporting AC, et ses coéquipiers s'entraînent 3 fois par semaine. Comme plusieurs jeunes footballeuses de leur âge, elles rêvent de défendre les couleurs nationales. Depuis l'enfant, je me suis intéressée au football, donc je veux me donner à fond pour pouvoir intégrer l'équipe nationale si le Seigneur le veut bien. Actuellement, je travaille et je remets tout entre les mains de Dieu. Le chemin qu'il va tracer pour moi, je vais la suivre. S'il veut que je joue à l'équipe nationale, je vais jouer. Je travaille tous les jours par rapport à ça. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces jeunes footballeuses, à aspirer à une carrière professionnelle. Car le football est d'abord pour elles un moyen de s'épanouir, puis de gagner assez d'argent. Et les parents semblent l'avoir compris. Bon, c'est vrai qu'avec la famille, il n'y a pas trop de courant. C'est la maman qui me supporte. Mon père, de temps en temps, au début, il refusait. Mais maintenant, je vois qu'avec le temps, il essaye de comprendre que j'aime bien le ballon et il me laisse jouer. Avec le soutien de leur famille, ces jeunes sportives devront encore fournir plus d'efforts hors des aires de jeu pour faciliter le travail de leurs encadreurs. La plus grande difficulté, c'est au niveau du comportement. Vous savez, pour quelqu'un, je suis à 22 ans de métier, dans l'encadrement des jeunes. J'ai régulièrement encadré des garçons avec un comportement différent. Quand vous retrouvez avec des filles, le comportement est bien différent et c'est très compliqué. Donc on essaie de s'adapter, mais ce n'est vraiment pas facile. Il y a des jours où vous rentrez, vous vous demandez pourquoi il doit continuer. Mais... Ces jeunes footballeuses nourrissent de beaux rêves, mais difficilement réalisables, vu qu'il n'existe pas officiellement des championnats amateurs pour jeunes filles. Pour pallier à ces anomalies, elles prennent part régulièrement à des championnats scolaires avant d'être prêtes pour le championnat professionnel. Voilà, de retour sur ce plateau. Comme je le disais, mesdames et messieurs, après avoir suivi ce reportage, je vais me tourner vers vous, coach Athanase Ouloa. Vous travaillez depuis dans la formation à la base. C'est quand même beaucoup de travail que vous faites depuis plusieurs années. Dites-moi, comment ça se passe déjà d'entrée de jeu quand vous travaillez avec ces enfants? Je pense que cette formation a besoin d'être soutenue au niveau des infrastructures de qualité, au niveau des données sur le plan naturel, c'est-à-dire on ne pourra pas amener tous ces enfants à devenir des sportifs de haut niveau, mais que le talent prime, que le talent au préalable prime au-delà des intérêts financiers, des intérêts économiques que nous présentons aujourd'hui sur le plan international. Voilà ce que je pense de la formation à la base des jeunes Africains, particulièrement camerounais. Ok. Jean Vidal, je vais me tourner vers vous parce que vous travaillez avec des enfants de tout âge, filles comme garçons. Voilà. Est-ce que vous avez les résultats escomptés? Parce que travailler avec des jeunes filles et des jeunes garçons, les éducations sont différentes, les mentalités sont différentes. Comment vous arrivez à surmonter cela? Disons d'abord, c'est quelque chose qu'on fait par passion. Quand vous faites par passion, à un moment donné, vous arrive de fermer les yeux sur certaines choses, d'avaler beaucoup d'autres choses et de vous dire j'ai un objectif à atteindre avec ces enfants. Certains parents, au départ, sont vraiment, comme on dit, renfermés et puis ils sont réticents. Et puis à un moment donné, au fur et à mesure, vous commencez à vous rendre compte que les parents commencent à adhérer parce qu'ils se rendent compte que vous croyez à ce que vous faites. Et c'est de cette façon qu'il nous est arrivé parce que dans les structures que j'encadre avec Athanase, il y avait d'autres éducateurs
juniors, je pense que dans les équipes nationales du Cameroun, que ce soit les cadettes, les juniors, les seniors, vous ne pouvez prendre que le cas de Mamzelle Lefomo Touchenou, qui est internationale camerounaise depuis pratiquement 12 ans aujourd'hui sans arrêter, qui est arrivée chez nous, elle avait pratiquement 8 ans, elle faisait le cours élémentaire, et qui est là depuis. Donc, elle a poussé. Et au départ, je ne vais pas vous dire que c'était facile, et c'est le cas presque chez toutes les jeunes filles. Mais comme nous croyons à ce que nous faisons, nous sommes de ceux qui pensent qu'à tout moment, on peut récupérer un enfant et en faire quelque chose. Nous croyons et nous amenons le parent à croire. Vous savez, nous avons un problème en Afrique, c'est-à-dire nous n'avons pas assez de débouchés. Et la plupart des enfants qui choisissent le sport au départ ne choisissent pas le sport pour devenir sportif de haut niveau. Le choix se fait de façon, comme je l'ai dit dès le début, de façon spontanée, soit parce que les amis y vont aux sorties des classes et je les suis. Donc quand nous prenons les enfants, nous prenons le tout va. Et puis nous nous disons, nous avons une NAS et puis de temps en temps certains vont en sortir. Moi je suis sur le terrain depuis 1996. Je n'ai pas eu que des footballeurs. Si je vous dis aujourd'hui le commandant du GMI de Limbé, dans la zone en pleine guerre, c'est un de mes anciens joueurs. Donc je n'ai pas fait que des footballeurs, j'ai aussi fait des hommes qui s'en sont sortis, c'est un commissaire de police plein. Donc on a fait aussi des gens qui sont devenus d'autres personnes dans la société, donc on ne fait pas que des footballeurs. Mais à un moment donné, le tri se fait de façon naturelle et ceux qui ont choisi de continuer dans le sport, on les aide. Athanase m'a trouvé. J'avais aussi une équipe d'athlétisme parce que comme je vous ai dit, je suis spécialisé dans l'organisation des activités sportives de proximité, ce qui m'a amené à faire également de temps en temps, à toucher à tout, handball, athlétisme, course de fond, j'en ai eu. Et quand je me suis rendu compte que c'était difficile pour eux d'atteindre le haut niveau, je me suis rapproché de mes amis des forces armées et police au Cameroun et qui m'ont permis de leur donner une autre voie. La majorité de ceux que j'avais en athlétisme sont devenus aujourd'hui des soldats de renom au pays. Donc c'est ce que nous faisons, nous essayons de voir. Et puis maintenant, quand il nous arrive de constater que certains ont vraiment des prérequis que les entraîneurs leur ont donnés, ils ont un certain talent, on essaie donc de leur donner des armes pour aller affronter le haut niveau, pour aller affronter les autres. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas que ceux qui commencent de façon spontanée comme nous. Quand nous avons fait le premier tri, il y a des grandes structures de formation, il y a des grands clubs, des clubs d'élite au Cameroun, qui viennent donc prendre cela et continuer. Bien sûr, nous continuons à avoir un œil. Parce que chez moi, par exemple, quand un enfant sort de chez moi, quel que soit le niveau, ceux qui sont en élite aujourd'hui, si vous arrivez chez moi, vous trouverez toujours, dès que le championnat a la trêve, tout le monde revient. Tout le monde revient à la maison et j'ai un suivi. Parfois jusqu'à la fin de la carrière, parce que certains, comme je vous ai dit, commencé depuis 96-97, certains qui ont terminé leur carrière sont revenus chez moi aujourd'hui pour devenir aussi éducateurs à leur tour. Donc on essaie d'avoir un suivi, mais ce n'est pas forcément dit que dès qu'un enfant arrive, on s'imagine qu'il va devenir footballeur. C'est le rêve qu'il faut vraiment... Il faut casser ça dès le départ. Il faut faire comprendre à l'enfant que tu viens pour devenir un homme. Oui, la fille, tu viens pour devenir une femme responsable demain et nous allons t'aider. Autrement dit, on forme des hommes aguerris avec voilà. Donc c'est ça le premier objectif. Voilà. Maintenant, le sport devient un vecteur parce que c'est le sport qui amène l'enfant vers nous. Une fois que l'enfant est arrivé chez nous, il m'est arrivé d'avoir, j'ai une équipe de football et puis un enfant vous arrive, il est infirme. Mais il veut jouer au football. Il arrive, il a carrément une béquille là entre les pieds, mais il suit les autres. Qu'est-ce que vous faites de lui? Vous ne pouvez pas le chasser, vous le laissez pour continuer avec les autres. Et puis à un moment donné, petit à petit, vous lui faites comprendre que bon, vu ton handicap, tu ne peux pas continuer dans ce métier. Mais comme tu aimes, on peut t'orienter dans ceci en fonction également de l'école. Parce que j'insiste vraiment, il est très difficile pour moi d'admettre un enfant qui ne va pas à l'école. Voilà. Coach, la formation, elle n'est pas que sportive, parce que vous inculquez également des valeurs très importantes à ces enfants. Vous savez, c'est un monde très complexe, effectivement. C'est-à-dire, rien n'est donné. On est appelé à se battre. On doit être fort mentalement. Et sans oublier que l'homme doit se faire un choix. Parce que j'ai l'habitude de dire sur le plan métaphysique, l'homme est lui-même son propre Dieu. Alors, si je suis moi-même mon propre Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout donner pour atteindre mon objectif. Bon, nous sommes issus de notre continent, l'Afrique, et nous le savons, les Africains. Nous accusons un retard sur le développement, nous accusons un retard sur le plan financier, tout. Alors, vous imaginez cet enfant qui est appelé à aller conquérir le monde à l'extérieur, en Europe, en Occident en général. Alors cet enfant doit être préparé mentalement de la base. Je pense que c'est notre objectif, raison pour laquelle on ne pourra pas parler de formation sport.
on doit parler plutôt de la formation sport et société moderne, c'est-à-dire l'enfant responsable de demain pour défendre les nations africaines. Coach, avec le phénomène de nouveaux joueurs qui gagnent excessivement d'argent, est-ce que vous n'avez jamais été confronté à ce problème où les enfants viennent avec l'intention de se faire des sous au fil du temps? Bon, disons, quand je commence ce métier, nous sommes en pleine crise économique, les années 96-97. C'est des enfants qui n'ont rien à faire au quartier. Et comme ils n'ont rien à faire, il leur reste une seule chose de toute la journée. Parfois, ils ne vont même pas à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école. Ils n'ont que le football. Ça, c'était la logique de départ. Et puis, on les aide. Et j'avais en ce temps-là quelques partenaires qui envoyaient le matériel et qui permettaient que je travaille avec les enfants. Mais le parent moderne n'est plus dans cette logique. Le parent moderne a vu Samuel Eto'o-Fils, il a vu tel. Et il rêve que son fils devienne Samuel Eto'o-Fils de demain. Il faudrait maintenant que nous soyons assez froids dans le raisonnement, dans la logique, et faire comprendre aux parents que, en fait, on ne devient pas Samuel Eto'o-Fils. C'est-à-dire que le talent est inné. Tout ce que nous pouvons faire, et si vous arrivez et que vous êtes infirme et que vous avez l'envie d'être Samuel Eto'o-Fils, je ne ferai pas de vous Samuel Eto'o-Fils, je ne fais pas de miracles. Voilà. Je transforme ce que vous avez. Qu'est-ce que l'enfant a au départ? L'enfant n'a rien. Si je me rends compte que l'enfant, et je suis le seul là qui le font jusqu'aujourd'hui, et Tanas peut en témoigner, quand je me rends compte que l'enfant n'a pas de talent, je fais comprendre aux parents que malgré notre rêve commun, parce que mon rêve aussi est de voir ses enfants devenir de Samuel Eto'o-Fils, mais je vous dis, fais comprendre que l'enfant n'a pas ce talent. Mais nous pouvons l'orienter à faire ceci. Je vous fais même comprendre à un moment donné que voilà les limites, parce que c'est quelque chose qui est fatal. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Je vous dis, voilà les limites de votre enfant. C'est-à-dire que s'il continue dans la carrière, voilà jusqu'où il peut aller. Il ne pourra pas aller plus. Donc il faudrait tout faire pour sortir le parent, parce qu'une fois que le parent entre dans ce rêve, si vous sillonnez les rues de Yaoundé, de beaucoup de villes africaines, vous trouvez des enfants, des joueurs, des enfants de l'âge d'Atanas, parce que je les appelle des enfants, qui ont encore le choix, qui ont encore les godasses et qui rêvent encore qu'ils peuvent jouer. C'est-à-dire, pour 40 ans, pensent encore qu'on peut devenir professionnel. Parce qu'on n'a pas pensé à autre chose, on n'a pas pensé à un projet de vie, on a pensé qu'on pouvait devenir footballeur. C'est-à-dire, footballeur ne devient plus un métier en ce temps-là, ça devient un rêve. Et la première chose qu'il fait comprendre à un parent quand il arrive, c'est que c'est normal de rêver. On rêve au départ. Mais une fois qu'on s'est réveillé, on bâtit un projet. Un projet sous-entend que j'ai des moyens. Et le premier moyen chez le footballeur, c'est le moyen physique, c'est son talent. Effectivement. On n'a pas le talent, on commence à penser à autre chose. Mais si on reste dans le domaine du rêve, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de la nuit. Et si jusqu'aujourd'hui on n'est pas sorti de la nuit, ça devient un danger pour l'enfant. Parce que le parent, lui, va partir, le parent a fait sa vie. Le parent va partir et vous allez laisser à la société quel enfant? Vous allez laisser à la société un homme de 40 ans qui n'a encore rien dans la tête, qui ne pense à rien, qui pense qu'il va jouer au football. Et vous arrivez au Cameroun, vous trouvez, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays africains, parce que nous avons des gens qui vont, généralement, Gabon, Guinée, Équatoriale, dans les pays qui sont autour de nous là, et vous trouvez pratiquement en 3e division, ce qui est l'équivalent, je crois, de CFA en France, vous trouvez un homme de 35 ans, qui a encore des cheveux teintés, qui a encore des trucs dressés sur la tête, et qui pense qu'il peut, il va faire carrière, c'est-à-dire qu'il pense encore la vie dans le futur. À cet âge-là, les autres sont candidats à l'élection présidentielle. Dans d'autres pays, lui pense encore la vie dans le futur, il vous dit je pourrais, je vais. Donc il faut déjà déstructurer cela. Est-ce que les parents vous accompagnent dans votre mission? Votre mission, on peut dire qu'elle est noble. Est-ce que les parents vous accompagnent? Comme j'ai dit, au départ, quand nous commençons ce métier, ce n'était pas ça. Parce que le football, en fait, moi quand j'étais petit, ce n'était pas un métier. Dans les années 80 même, ce ne l'était. Dans les années 90, ça ne l'était pas. Mais depuis les années 2000, avec l'éclosion des jeunes talents, parce que Eto'o-Fils, vous savez qu'il commence, et nous le voyons pour la première fois en 98, en Coupe du Monde, il est très jeune. On commence à penser que les enfants peuvent jouer au football étant très jeunes. Et on commence à penser, parce qu'avant, c'était un truc, c'était des joueurs qui sortaient de l'extraordinaire, des Roger Mila, on ne connaissait pas leur histoire. Avec vous, les médias, vous avez commencé à nous montrer où sort Samuel Eto'o-Fils, où sort tel ou tel autre joueur, on commence à se rendre compte que donc je peux avoir mon enfant sorti d'un quartier modeste de Yaoundé et qui devient milliardaire. Quand les parents viennent avec cette idée, c'est très facile, et c'est souvent encore ça l'autre danger, c'est très facile que ces parents vous accompagnent, sauf que ces parents vous accompagnent généralement dans un rêve qui ne peut pas se réaliser. Donc les parents accompagnent certes, mais il faudrait aussi que le parent comprenne à un moment donné, ou que nous fassions comprendre à un parent donné que c'est un parent que c'est facile, c'est bien d'accompagner, mais c'est pas évident d'accompagner quand c'est un projet qui ne va pas aboutir. Mais les parents accompagnent déjà. La plupart des enfants qui jouent au Cameroun à un certain niveau, vous allez vous rendre compte. Déjà, les gens ne vont pas au stade au Cameroun. Voilà.
Ça fait que quand vous avez un match de football et que vous avez 50 personnes dans les gradins, c'est dû à quoi, c'est 2 personnes par joueur. C'est-à-dire que le père, la mère ou la tante ou la sœur, c'est les parents des joueurs. C'est dû au fait que, contrairement à ce que les gens pensent, que le football a régressé au Cameroun, le premier vecteur, la première chose qui amène les gens à vider les stades aujourd'hui, c'est les médias. Nous commençons à faire des comparaisons qu'on ne faisait pas avant. Avant, nous avions le poste national au Cameroun, nous avions une seule télévision nationale qui s'appelait la CTV, qui présentait de temps en temps un match. Il fallait se déplacer pour le stade. Donc il fallait aller au stade. Voilà. On avait les commentaires que des grands journalistes à l'époque faisaient. Il fallait aller au stade. Une fois que les médias sont apparus, on nous a montré Barcelone, Real de Madrid. Quand vous confondez Faubourg de Baham à la colombe de Sanguenima, qui doit passer à la CTV un dimanche dans des conditions que nous connaissons de réalisation. C'est le jour et la nuit. Tout le monde s'assoit dans un bar, on regarde ces matchs et on ne regarde pas. Parfois même quand son propre fils joue, on oublie que son propre fils joue dans un match qui passe à la télévision nationale, et on regarde les matchs qui passent parce que de l'autre côté c'est plus attractif. Et on se met à rêver que son fils va aussi arriver à ce niveau. Voilà, coach, vous travaillez également avec les enfants, surtout les filles en l'occurrence. Je vais m'attarder sur l'accompagnement des parents. Comment vous vivez ça au quotidien? Écoutez, tel que le disait Jean Vidal, dans un premier temps c'est un rêve pour l'enfant et c'est un monde inconnu pour les parents. Ouais, voilà. Et ceci dit, les premières fois que les enfants partent vers ce monde, déjà même certains sont menacés à la maison. Hein. Okay. Oui, parce qu'il faut quand même il faut le dire également, en Afrique, le sport est arrivé comme ça un beau matin. Parce que nous avons nos habitudes, nous avons nos coutumes, nous avons nos cultures. On savait que quand on est jeune africain, très jeune, c'est la force physique, dans le travail à la main, quoi. Maintenant, bon, le sport arrive, les médias sont arrivés, tel que le disait Jean Vidal. Les médias en parlent des gros contrats. Automatiquement, les parents, dans le rêve, ils sont avertis. Ils se disent, voilà, mon fils certainement va aussi signer ce contrat de milliards. Donc les parents aujourd'hui sont obligés de nous assister. Malheureusement, les moyens financiers s'en manquent. Voilà. On en reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Le parent vient juste assister quand il a tout le temps, parce que le reste à tout moment il est peu pour autre chose. Et après, nous savons que plus le temps, et il y a même un danger. Parce que dès que nous entrons dans ce rêve, le parent qui rêve, qui nous assiste, 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, trouve que c'est une perte de valeur. Ah, pourtant, c'est la raison pour laquelle insistons là-dessus, c'est-à-dire formation en études pour éduquer les jeunes et formation en sport. Raison pour laquelle nous insistons sur ce thème-là, sport et études. Mais, il faut le dire, nous sommes appelés à atteindre nos objectifs, c'est-à-dire lorsque nous regardons la concurrence qui est installée sur le plan international. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? L'Africain ne devrait pas rester aux arrière-postes. Voilà. Donc nous lançons cet appel à toute l'Afrique, à tous les parents africains, de faire comme les autres. En Occident, les parents accompagnent les enfants et qui sont bien structurés et qui ont les moyens. Alors, la présence d'un parent apporte un plus sur le plan moral de son enfant. Donc, ceux qui sont régulièrement absents, ceux qui ne croient pas à ce métier ou alors à cette profession, je dis quelque part aussi, c'est à tort. C'est à tort. Oui, je pense que donc les parents sont obligés à nous accompagner. Voilà.